François Satin, vous êtes directeur de la restauration collective chez Usage, qui est donc une entreprise qui accompagne un certain nombre d'acteurs dans la transition vers le réemploi. Et donc, vous avez différentes activités, dont le portage de repas et la restauration collective. Donc, je vous laisse présenter ces projets. Super, merci beaucoup Alice. Bonjour, bonjour à tous. Donc effectivement, on va centrer la présentation aujourd'hui autour effectivement du passage au durable en restauration collective, scolaire et portage à domicile. Mais déjà, pour comprendre en fait c'est d'où on part. On part effectivement dans ce domaine de deux lois qui sont la loi Egalim et la loi AGEC qui touchent effectivement ce secteur de la restauration collective. Et puis, j'évoquerai effectivement un certain nombre d'expériences par rapport au portage et puis également des éléments d'enjeu autour de la restauration scolaire qui se déploient effectivement vers le réemploi. Donc, pour rappeler, la loi Egalim, c'est une loi qui a d'abord en fait été mise en œuvre pour apporter des éléments supplémentaires en termes alimentaires auprès du public scolaire. Mais dans cette même loi, il y a un dispositif qui concerne directement en fait la problématique des perturbateurs endocriniens dans l'utilisation du plastique. Et donc, le législateur, avec l'aide d'un certain nombre d'associations, a décidé de mettre en œuvre une interdiction d'utilisation des contenants plastiques pour différents types de secteurs. Ça commence tout petit, puisque ça commence dans l'hospitalier, et puis ça termine en fait directement au niveau de l'universitaire. Et donc, l'obligation pour ces acteurs, à partir du 1er janvier 2025 pour les plus grandes communes et 1er janvier 2028 pour les plus petites communes, de changer de modèle, c'est-à-dire de sortir en l'occurrence du plastique pour passer à des solutions qui seront des solutions durables, donc notamment en inox, mais ça peut être aussi en verre. Sur le deuxième sujet, c'est une autre loi qui est beaucoup plus récente, qui date de février en fait 2020 et un décret de décembre 2020, qui concerne cette fois-ci le secteur particulier de la prestation de repas à domicile. Alors souvent, on fait un amalgame pour dire qu'on parle de portage, mais en fait, le législateur ne l'a pas écrit tout à fait comme ça. Et c'est à dessein pour éventuellement qu'il y ait d'autres acteurs qui soient concernés par ce dispositif. Et là, on est sur une approche qui est assez différente parce que là, on ne vise pas un type de matériau, mais là, ce qu'on vise, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de déchets. Et donc, par conséquent, de sortir de l'approche qui est celle de dire je ne veux plus de déchets, et donc ça nécessite de mettre en œuvre des solutions de réemployabilité, et avec quand même un certain nombre de garde-fous voulus par le législateur. C'est de dire que c'est forcément des prestations par abonnement, donc il y a un lien en fait quotidien ou plusieurs fois dans la semaine avec le bénéficiaire. Et puis, l'autre élément, c'est justement ce côté cadencement de livraison. Et donc là, le dispositif légal qui va s'appliquer à partir du 1er janvier 2022, il s'applique pour des bénéficiaires qui reçoivent 4 fois par semaine au moins, en l'occurrence des prestations alimentaires pour pouvoir s'alimenter le midi. Je suis désolé si vous entendez un peu de bruit autour de moi, mais malheureusement, je suis à un endroit où je ne peux pas maîtriser le reste du bruit. Donc, par rapport à ces grandes étapes du réemploi, aujourd'hui, on les a, nous, documentées en fait en 3 grands éléments. Et puis, je vais revenir après sur le détail. C'est la préparation des plats, parce que ça nécessite évidemment d'avoir un parc de contenants qui soit durable et réemployable, d'être adapté au mode de production. Et donc là, on parle vraiment de comment ça se passe en cuisine, pour dire les choses simplement. Et là, il y a des choses très, très différentes en fonction des tailles. D'être en capacité, évidemment, de stocker ces contenants, de les préparer, et donc aussi d'avoir un sac en réemploi également pour cette partie-là, plutôt que de sortir des sacs à usage unique. Et puis après, on a la réalité de la livraison. Donc là, on est dans des choses très connues, mais on change un peu les choses parce que ce ne sont pas les mêmes contenants, et donc ils sont forcément plus lourds, qu'ils soient en plastique, en verre ou en inox. Ils vont être plus lourds, donc il faut en tenir compte évidemment dans les paramètres de livraison, et puis dans la relation aux bénéficiaires, puisque quelque chose va changer, c'est au lieu de mettre à la poubelle, il doit conserver le contenant. Et puis enfin, c'est le retour de la boucle, et donc c'est le stockage des contenants sales, c'est le lavage, évidemment, ces contenants, et puis le redémarrage pour refaire la préparation des repas. Donc c'est vrai que quand on regarde en fait ces éléments, nous, on les regarde toujours avec différentes thématiques, les contenants, la production, le sac, la logistique, les éléments d'identification, parce qu'on passe d'un contenant qui avait, on va dire, pas de valeur, puisqu'il finissait à la poubelle, et qui finalement, maintenant a une valeur plus ou moins forte, et donc il faut potentiellement protéger, d'une part pour le conserver dans la boucle,
pour qu'il y en ait toujours, pour qu'on puisse dresser à nouveau des prestations. Et puis, pour une question financière, bien entendu. Et puis, on a le lavage en tant que tel qui est nécessaire. Et enfin, tenir compte, forcément, c'est important. C'est ce qu'on appelle l'expérience utilisateur de ces bénéficiaires, c'est qu'ils ont un statut particulier. Si aujourd'hui, ils sont livrés effectivement en repas, c'est parce qu'ils sont en perte d'autonomie et que par conséquent, il faut tenir compte de ces éléments plus spécifiques. Faire un petit écho par rapport à Saveur et Vie, donc, qui était un des clients d'usage dans cette activité, qu'on accompagne déjà depuis maintenant l'année dernière. Et donc, on a mis en œuvre un démonstrateur, donc avec la vocation de modifier les choses, de tester un certain nombre de choses, pas être dans le modèle parfait, mais dans le test, justement, auprès des équipes, auprès des bénéficiaires, et puis évidemment avec les partenaires qui apportent, qui les sacs en réemploi, qui les prestations, etc. Et donc là, ce dispositif, il s'est terminé il y a très peu de temps, puisque c'était de mai à juin, avec à peu près une centaine de bénéficiaires en fait concernés. On a testé différents types de contenants dans le cadre de ce dispositif. Et puis, les premiers échos sont extrêmement positifs. On a fait le bilan avec les équipes de terrain hier midi, vous voyez, c'est très récent. Et vraiment, tout s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour ce qu'on appelle les préparateurs, ceux qui mettent les prestations dans les sacs. Et ça s'est très bien passé pour les chauffeurs, avec des retours extrêmement positifs de la part des bénéficiaires qui ont très fortement apprécié de ne plus avoir de déchets. Ben oui, parce que finalement, comme on est dans un système de réemploi, on a plus ces X barquettes par prestation qui restent, et donc de devoir aussi gérer un déchet. Et pour ces personnes en perte d'autonomie, gérer des déchets, c'est quand même toujours un petit peu difficile. Et puis l'autre élément qu'on a mis en œuvre dans le cadre de ce démonstrateur, c'est qu'on a mené en fait une étude socio-ethno. Donc il y a une vingtaine en fait de bénéficiaires qui ont été concernés, où là on a d'une part envoyé une ethnologue et une sociologue sur le terrain pour échanger avec les bénéficiaires pour appréhender ces modifications. Comment effectivement ça s'est passé pour eux, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, qu'est-ce qu'ils pensent effectivement de ces systèmes de réemploi, etc. Et donc ces enseignements évidemment étaient extrêmement riches. Pour expliciter un peu comment ça se passe opérationnellement parlant, c'est ce que vous avez sous l'écran. On a le premier point de départ, hein, c'est la prestation en tant que telle, la prestation alimentaire, qui va aller jusqu'à l'agence de Saveur et Vie à Orly. Et puis, depuis cette agence, c'est parti vers les différents bénéficiaires du démonstrateur, hein, dans 4 communes en fait, d'Île-de-France. Et puis, évidemment, dans cette boucle, c'est apporter la matière neuve et le produit de consommation, et puis c'est récupérer ces contenants sales. Ces contenants revenaient à l'agence, ils étaient récupérés par usage, lavés, triés, repackagés, pour faire en sorte de pouvoir ensuite être réutilisés pour remettre de la matière à l'intérieur. Et ce qui concerne les sacs, les sacs repartaient à l'agence pour pouvoir être remis en place directement dans le système et donc servir pour les futures prestations du lendemain ou du surlendemain. Voilà pour la partie du portage à domicile. J'ai voulu aussi quand même parler un petit peu de façon plus globale de la restauration scolaire parce que dans la très grande majorité des cas, les acteurs de la restauration scolaire font aussi, en l'occurrence, du portage à domicile. Et donc, c'était intéressant quand même de parler de réemploi. Et vous entendez que dans mon propos, vous n'entendez pas de consigne parce que dans ces domaines-là, on ne parle pas de consigne. On a d'autres modalités de traçabilité éventuelles. Et donc, nous, on parle d'abord de réemploi. Parfois, dans certaines de nos activités, il y a des besoins effectivement de traçabilité et de consignation, mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, en l'occurrence, en restauration scolaire, ça n'est pas le cas. Donc, le principe, en fait, en cuisine centrale, c'est d'approvisionner avec des contenants en fonction du domaine. Là, quand on parle de scolaire, c'est de l'inox ou du verre. Et puis, on va mettre en œuvre ces éléments à l'intérieur de la cuisine centrale. Hein, donc, c'est dresser les bacs, c'est fermer, c'est allotir. Et puis ces produits, en fait, ils partent sur ce qu'on appelle les satellites. Donc les satellites, ce sont les écoles, hein, les crèches qui reçoivent effectivement ces produits, qui vont les mettre en réchauffe, qui vont servir et puis qui vont débarrasser la matière. Et puis cette matière, l'objectif, c'est de faire en sorte qu'elle revienne directement en cuisine centrale. Et que depuis cette cuisine centrale, nous, on soit en capacité de récupérer ces volumes en l'occurrence de contenants, pour ne pas avoir à aller sur chaque satellite, puisqu'évidemment, ce serait engager des moyens logistiques supplémentaires. Nous, on récupère donc auprès de la cuisine centrale ces éléments. On met en œuvre évidemment notre tri, on lave les différents produits, les bacs, les caisses, on fait les contrôles d'hygiène, on reprépare des palettes, on stocke.
Et puis, on renvoie à la cuisine centrale qui, à nouveau, elle va utiliser directement ces bacs. Alors, le schéma que vous voyez là, c'est le schéma parfait. Pourquoi? Parce que l'objectif est de minimiser en fait les impacts. À ce jour, la très grande majorité des opérateurs n'opèrent pas tout à fait comme ça parce qu'ils vont mettre en œuvre sur satellite, par l'intermédiaire des personnes qui sont sur ces satellites, un premier niveau de lavage de ces bacs pour des questions de volonté effectivement d'implication directe des personnels sur place. Mais vous comprenez bien que par rapport à un impact environnemental, cette utilisation de produits lessiviels, d'eau, de machines à des fins non industrialisées, parce qu'on est en petit format, c'est évidemment pas du tout aussi efficace que quand on peut le faire effectivement avec des tunnels de lavage et des outils industriels dimensionnants, et donc beaucoup plus efficaces, y compris aussi en matière d'ergonomie. Voilà, j'ai résumé en quelques éléments et donc vous ne m'en voudrez pas s'il y a des éléments qui n'apparaissent pas sur le slide, hein, c'est pour respecter aussi un petit peu le timing. Les grands éléments effectivement qui sont nécessaires par rapport à cet aspect de cet aspect du réemploi, c'est évidemment de tenir compte de qu'est-ce qu'on fait et donc d'avoir effectivement le bon type de bac en termes de taille, en termes de jeu, etc. De bien respecter aussi les modèles et les modalités de production. Et ces modalités, elles changent en fait quand on passe au durable. D'adapter la logistique, ces contenants sont forcément plus lourds et donc il faut comprendre est-ce qu'on garde le même type de tournée, mais donc on les adapte en termes de volume, tout simplement. Les méthodes de service pour les agents, là sur visuel, vous voyez que c'est un test avec un bac en verre. Là, ce bac en verre, il faut l'amener jusque sur table. C'est pas la même chose si on est sur un self, évidemment. Et quand on est avec un poids supplémentaire par rapport à des barquettes en plastique, c'est évidemment pas tout à fait la même chose. Et puis, assez logiquement, évidemment, pour que le réemploi existe, il faut laver, comme ça a été bien dit précédemment. Et donc, il faut avoir des systèmes soit internalisés, soit externalisés. Et évidemment, dans toutes ces approches, un élément qui est déterminant, c'est la conduite de changement. Ça a été très bien dit par Maxime tout à l'heure, hein, c'est qu'une nécessité d'impliquer les gens très en amont, que ce soit les citoyens quand on est vis-à-vis des citoyens, mais là, dans un domaine comme celui-là, c'est les équipes impliquées à tous les stades, en production, en service, en logistique, par exemple, et là, c'est vraiment indispensable. Pour faire un petit retour sur le dispositif pilote de Recolim. Donc, Recolim, c'est un programme qui a été mené par le CIRESCO, le CIVURESC et le CIREC, qui représente à peu près 70 000 prestations tous les jours aujourd'hui en matière de restauration scolaire en Île-de-France. Et l'objectif de ce programme, c'était d'anticiper la loi Egalim 2025 et de tester avec différents partenaires, dont Usage, des solutions autour du passage de ces bacs durables, des bacs en inox, des bacs en verre, pour justement voir quelles sont les incidences, les impacts que peut présenter la mise en œuvre, en l'occurrence, de ces bacs, avec deux approches techniques différentes, ce qu'on appelle la cuisson traditionnelle et la cuisson par immersion sous poche sous vide, qui est aussi une réalité pour l'un des syndicats, qui est le CIREC en l'occurrence. En parallèle, on mène en ce moment, on est en train de terminer une étude d'impact comparative entre les contenants jetables qui sont utilisés aujourd'hui, les contenants en PP, en polypropylène, et puis les solutions en bac inox. Donc ça, on mène cette étude avec un cabinet qui s'appelle Bleu Safran, qui est spécialisé dans ce domaine, avec l'objectif évidemment derrière de pouvoir mesurer les impacts environnementaux, économiques et sociaux, justement comparés entre une solution PP et une solution de bac inox. Évidemment, démontrer les éléments qui présentent effectivement l'avantage par rapport au réemploi, et puis mettre en avant en fait les éléments qui sont les plus impactants. Ça veut dire aussi peut-être ceux sur lesquels on pourrait demain avoir des modifications qui vont améliorer, en l'occurrence, l'impact directement sur le terrain. Voilà. Les autres parcours, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, d'un contenant, c'est d'aller du convive, d'avoir ce contenant sale et de retourner en cuisine centrale. C'est la possibilité donc, de faire le lavage sur satellite, comme je l'ai dit. Et puis le dernier, c'est celui que je vous ai présenté, c'est de faire appel effectivement à un tiers comme usage qui va collecter en gros à la cuisine centrale, laver et renvoyer directement ces contenants en cuisine centrale. Voilà. Et pour terminer, pour vous donner un peu d'écho par rapport à Usage, Usage aujourd'hui accompagne ces acteurs de la restauration collective autour de deux thématiques. Une thématique d'accompagnement, donc plutôt liée à du conseil, où là on va approcher et accompagner un certain nombre d'opérateurs, qu'ils soient privés ou publics,
Elior, par exemple, on a fait dans l'Est de la France. En ce moment, on accompagne Papillote et compagnie à Angers pour les aider à préparer cette transformation. Donc, autour de la production, du dressage, de la logistique, voilà, toutes les différentes thématiques que vous voyez à l'écran. Et puis, un autre élément, c'est notre exploitation. Et donc, dans notre exploitation, c'est de faire en sorte de pouvoir laver évidemment les bacs, les contenants. Mais comme on parle de scolaire et que donc c'est pas tout le temps, bah, potentiellement il faut stocker en l'occurrence des contenants, des jeux de contenants. Il faut parfois mettre en œuvre la traçabilité pour les protéger, parce qu'ils ont de la valeur. Hein. Pour certains d'entre eux, ils peuvent coûter entre 15 et 35 euros unitairement. Et puis on a aussi un autre modèle, c'est d'accompagner en fait nos clients sur un modèle de ce qu'on appelle facility management. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu qu'ils achètent le matériel, on va l'acheter pour eux et on va leur mettre à disposition à l'usage. Voilà pour le faire en quelques mots. Bah, évidemment, je suis à votre disposition avec Alice pour vos questions. Merci beaucoup François pour cette présentation. Il y a effectivement quelques questions dans le chat et notamment sur le surcoût. Est-ce que ça génère pour le portage de repas, est-ce que ça génère un surcoût pour les collectivités de mettre en place le réemploi et comment il est absorbé ce surcoût lié peut-être au transport, au lavage? Alors, évidemment, il y a un surcoût, il faut être tout à fait clair, hein, il ne pas se cacher derrière son petit doigt. Il faut comprendre qu'en fait, le réemploi, il s'appuie sur différents types de thématiques. La première thématique, c'est le contenant. Ce contenant, il va avoir une certaine valeur et on va le diviser par le nombre de tours qu'on va être capable de faire. Donc, quand un contenant, quelle qu'en soit sa matière, ses spécificités, il va être en capacité de faire 50 tours et qu'il n'a coûté que 1 euro, eh bien, vous faites la division pour savoir combien il va coûter au tour. Et là, potentiellement, en termes de coût du contenant, il peut coûter moins cher qu'un contenant à usage unique. Mais en fait, si vous ne considérez que cet élément, vous vous trompez. Il faut considérer l'ensemble de l'économie circulaire. Comme vous l'avez dit, Alice, il peut y avoir des impacts logistiques. Si l'élément ou le centre qui va laver est à l'intérieur de la cuisine centrale, on n'a pas de logistique supplémentaire puisqu'on est dans une boucle qui existe. La logistique qui va coûter, c'est la charge supplémentaire éventuelle, c'est-à-dire la nécessité d'avoir peut-être plus de gasoil ou de changer les véhicules. Le deuxième élément, c'est effectivement, si vous avez un prestataire externe, là, il peut y se rajouter une partie de logistique pour aller jusqu'au centre de lavage du partenaire. Mais le partenaire, il va toujours être plus dimensionné en fait que la cuisine centrale. Donc, il va pouvoir faire des optimisations en termes de coût de lavage, puisque souvent, il est mutualisé, hein, c'est le cas d'usage. Hein, on est sur 4 activités différentes. La restauration collective en est une. Et donc, on est en capacité de faire baisser effectivement nos coûts de lavage dans la mutualisation de ce qu'on met en œuvre. D'accord, merci François. Il y avait une autre question aussi, je pense qu'elle concernait le portage de repas à domicile. C'est une question sur le transport. Est-ce qu'il est quotidien? Est-ce que la récupération des contenants est quotidienne? Ou est-ce que vous passez une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours? Alors, je vais répondre aux 2 questions. Je vais commencer par la deuxième. Nous ne faisons rien. Nous ne sommes pas impliqués à usage. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est d'être dans une économie circulaire la plus proche possible du terrain. Donc, l'objectif, c'est que ce sont ceux qui apportent la prestation alimentaire qui récupèrent les contenants sales. Et en plus, comme je l'ai signalé tout à l'heure, on est dans une activité sociale. Donc, il faut qu'il y ait toujours ce contact en fait direct entre les personnes. Et donc, c'est bien le chauffeur qui récupère les contenants sales et qui les ramène au point central que constitue l'opérateur, en l'occurrence, qui met en œuvre le partage à domicile. Et donc, on est vraiment dans cette boucle directe. Et là, ça dépend complètement des cas. Ça veut dire qu'on va avoir un certain nombre de situations où le portage est fait quotidiennement. Ben, évidemment, le lendemain, on récupère effectivement les éléments. Parfois, le portage, dans certains cas, peut être fait 3 fois par semaine ou même encore 1 fois par semaine. Ben là, on est toujours dans la même chose. À un moment, il faut qu'on récupère le contenu. Ce que je peux partager avec vous, là, dans l'expérience qu'on a menée dans le cadre du démonstrateur, c'est que nos personnes âgées, même si elles sont en perte d'autonomie, eh bien, qu'est-ce qu'elles font? Elles lavent leur contenant. Alors évidemment, c'est dommageable pour la planète, parce qu'il serait beaucoup plus intéressant qu'elles le fassent et qu'elles le laissent faire à celui qui va être l'opérateur de lavage. Mais pour autant, pour des questions que vous évoquez dans le chat, qui sont des questions d'hygiène, nous, évidemment, on n'y voit pas d'inconvénient. Ils vont les laver plus ou moins bien, mais ce n'est pas très grave. Ça veut dire surtout qu'elles sont enlevées de leur résidu principal, ce qui est évidemment nous attendu pour maintenir effectivement une bonne maîtrise sanitaire.
Merci beaucoup François pour tous ces éléments. Moi j'avais aussi une autre question, alors qui n'a pas été posée dans le chat, mais moi j'ai l'impression que quand même vous proposez, enfin Usage propose aux collectivités une solution, enfin en tout cas des solutions vraiment clés en main, avec le côté accompagnement, gestion directe des contenants. Les collectivités n'ont même pas forcément à les acheter, ça peut être Usage qui les gère directement, donc c'est vraiment une solution où elles s'impliquent surtout financièrement, mais sur leur implication en termes de collectivité locale, justement, est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment ça fonctionne, enfin, s'il y a une implication un peu plus spécifique selon les territoires, les demandes, comment est-ce que vous travaillez directement avec ces collectivités? Alors, il y a deux choses complètement différentes qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on a d'un côté celui qui produit la matière, donc qui peut être une collectivité, une cuisine centrale qui est une émanation, en l'occurrence, du service public, donc en l'occurrence de la commune, d'accord? Et donc, qui va produire en fait les matières qui vont être envoyées. Et puis, on a un deuxième élément qui est le centre d'action sociale. Ce centre d'action sociale, il est autonome, d'accord? Ça veut dire qu'il n'est pas à l'intérieur de la mairie, il a un fonctionnement tiers un peu particulier, et c'est lui en fait qui est le client de la cuisine centrale. Donc, ça veut dire que la cuisine centrale a un contrat, une convention, avec le CCAS pour mettre en œuvre les choses. Mais pour revenir à ce que j'évoquais en début de présentation, la loi a prévu qu'il y ait un abonnement. Et en fait, celui qui porte l'abonnement, c'est le CCAS, ce n'est pas la cuisine centrale. Et donc, on est dans ces relations de tiers. Donc, ça veut dire que moi, par exemple, aujourd'hui, je n'ai aucun CCAS qui est client chez Usage. Aujourd'hui, j'ai des cuisines centrales où j'ai des opérateurs privés qui sont clients effectivement chez Usage parce qu'ils savent que pour leurs tiers que sont leurs clients, CCAS, ils vont devoir s'y mettre parce que les CCAS, soit leur ont déjà demandé, et c'est très peu le cas, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a un très gros défaut d'information, pour pas dire beaucoup plus, et des mélanges aussi entre les dispositifs d'Egalim et de la loi AGEC. Mais aujourd'hui, c'est surtout ceux qui vont devoir mettre en œuvre, donc en l'occurrence les cuisines centrales ou les opérateurs privés, qui viennent effectivement vers Usage pour être accompagnés et pour être en capacité de préparer cette transformation qui est nécessaire puisqu'il y a une loi effectivement au 1er janvier 2022. Merci beaucoup. Il y a une autre question du coup dans le chat qui vient juste d'arriver sur en fait les outils. Est-ce que vous utilisez des outils spécifiques pour la traçabilité? Donc j'imagine des contenants. Alors ça dépend en fait des métiers, ça dépend en fait du type de matière. Donc la réponse est oui. Oui, effectivement, on va utiliser des outils différents. Ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la traçabilité, elle ne se met en œuvre que quand on a un bon bilan financier, très simplement. La traçabilité, j'ai pour habitude, j'avais des slides là-dessus, mais je les ai supprimés pour aller à l'essentiel. Mais en fait, il faut toujours considérer qu'il y a deux traçabilités. La première traçabilité, celle qui est la plus importante, c'est la traçabilité opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'on a besoin en fait de toujours avoir le bon volume de contenants, sinon on ne peut pas envoyer la matière, qu'on soit en scolaire ou qu'on soit en portage à domicile. Ce serait dommage quand même d'avoir la matière qui est préparée, mais pas d'avoir les contenants pour les mettre dedans. Et donc cette traçabilité opérationnelle, on peut la faire de plein de façons différentes. La deuxième traçabilité, c'est la traçabilité financière. C'est celle qui correspond en fait au coût du parc de contenants. Et donc là, c'est directement lié à une volonté en fait de protection financière pour éviter les disparitions, les spoliations en l'occurrence de ces contenants. Et donc là, on adapte effectivement les outils de traçabilité à la capacité qu'on a à mettre en œuvre cette traçabilité qui n'est pas celle d'usage. C'est-à-dire que nous, on va être juste à un moment dans un flux et être en capacité d'attraper un QR code, une puce RFID. Mais nous, on est un des acteurs. Les vrais acteurs, comme je le disais tout à l'heure, c'est ceux qui sont sur le terrain, c'est-à-dire les chauffeurs qui vont livrer une école primaire, les personnes qui vont porter à domicile un repas. Il y a une autre question aussi qui vient d'arriver sur le business model et est-ce que vous vendez ou louez vos contenants? Alors moi j'ai compris que vous faisiez les deux. C'est ça, on fait les deux et ce n'est pas nous qui décidons. On le propose à nos clients, c'est-à-dire c'est à eux de décider ce qu'ils veulent faire. Aujourd'hui, on est au début du réemploi dans ces activités-là. On a un niveau de recul qui est relativement faible, c'est-à-dire que quand je parlais tout à l'heure de durabilité de contenants, eh bien, c'est des démonstrateurs comme celui qu'on fait avec Saveur et Vie qui nous permettent de vérifier que ce qu'on avait imaginé en termes de durabilité est vrai ou pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne suffit pas de prendre un contenant et de le passer dans un tunnel de lavage et de constater ce qui se passe. Ça, ce n'est pas la vérité.
la vérité, c'est beaucoup d'étapes que je vous ai rapidement montrées tout à l'heure, synthétisées très rapidement, mais comprenez bien que quand on met un contenant dans un micro-ondes, quand on le met dans un sac, quand on le met dans une caisse, quand on le remet en l'occurrence dans une autre caisse après du lavage, etc., on lui fait vivre une vie. Et en fait, c'est cette vraie vie. C'est pas celle juste d'avoir lavé les contenants. Et donc, c'est la nécessité de pouvoir tester chacun d'entre eux pour voir effectivement quelle est la durée de vie de chacun de ces contenants. Et donc, aujourd'hui, eh bien, certains opérateurs vont dire, je prends le risque, je ne sais pas trop bien combien de tours ça va faire, mais moi, je prends le risque d'investir par moi-même. Et il y en a d'autres qui disent, monsieur Usage, je ne suis pas trop sûr, est-ce que vous voulez bien prendre le risque à ma place et me dire qu'est-ce que vous imaginez comme modèle? Et donc, bah, nous, on prend effectivement cet aspect de risque. Nous-mêmes, on décide de dire, celui-là, pour plein de raisons techniques que je ne vais pas détailler là, parce que nous, c'est très dimensionné, c'est très documenté sur chacun des éléments, du plastique, du verre ou de l'inox, de dire bah, celui-là, avec son couvercle ou son mode de fermeture, il va faire 30 tours. Et donc, c'est mon élément diviseur numéro 1 pour savoir effectivement combien il va faire de tours. D'accord. Merci beaucoup, François, pour cette présentation et la réponse à ces questions. Je ne crois pas qu'il y ait encore des questions dans le chat. N'hésitez pas si vous en avez pour François, pour Maxime ou pour Mélanie et Camille de Trivalis, puisqu'on est un peu en avance. Et si on n'a pas... Alors moi, il y avait une question qu'on m'a posée en privé, mais je peux le partager avec tout le monde, c'est quel est le territoire d'intervention d'Usage. Donc, Usage, en fait, est aujourd'hui présent à Neuilly-sur-Marne, dans le 93. On s'installe également à Avignon, donc à partir du mois d'octobre, pour notamment accompagner des acteurs de la restauration scolaire qui nous font confiance. On va s'installer en fait à Strasbourg en fin d'année ou tout début d'année 2022, et on va continuer en fait notre déploiement national. Pourquoi? Parce que certains de nos clients, et ça a été évoqué un peu tout à l'heure, c'est les industriels de l'agroalimentaire, ils ont besoin qu'on soit au national, parce qu'ils produisent souvent dans un territoire, mais ils envoient en fait leur matière, quelle qu'elle soit, que ce soit des bouteilles, des pots ou d'autres types de produits alimentaires, sur l'ensemble de la France. Et donc, on a besoin de les accompagner. Et eux, ils ont besoin de travailler avec un seul prestataire pour des questions de cahier des charges, de suivi qualité, etc. Et donc, d'être en capacité d'accompagner sur l'ensemble en fait, de la France. Donc, demain, Usage, en 2022, va s'implanter à Lyon, à Lille, à Bordeaux et à Toulouse. On ne va pas sur le territoire de Maxime à Clermont, ce n'est pas prévu.